Bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir pour cet atelier solutions avec ProDurable Lyon, avec l'intervention et le témoignage du groupe SEB. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est l'éco-innovation, avec une question: comment combiner une démarche centrée utilisateur et éco-responsable? Donc, on va avoir quatre parties dans notre atelier. On est ensemble jusqu'à midi. Donc, une petite partie d'introduction. Donc, on est deux sur scène, mais on a aussi deux autres personnes de Maobi qui sont avec nous, qui interviendront. On aura un point de vue donc, de Maobi sur le comment et pourquoi éco-innover. Ensuite, le témoignage du groupe SEB. Et puis, en fin d'atelier, une partie de questions-réponses pendant une quinzaine de minutes. Et on va prendre au fur et à mesure toutes vos questions. Vous pouvez les poser dans la partie chat. Il y a un onglet questions. On va les prendre, parfois répondre au fil de l'eau, puisque Nathalène et Marion seront là avec nous pour le faire. Et puis, une partie des questions, on pourra y répondre en live à la fin. Nathalène, je te laisse Du coup, compléter. n'hésitez pas, pour les questions qui vous intéressent et qui sont posées par d'autres participants, à voter pour ces questions, ce qui nous permettra du coup de les faire remonter et de les poser. Et peut-être aussi pour compléter, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions en fin de ce webinaire, on pourra revenir vers vous par la suite pour pouvoir y répondre et que vous ayez réponse. Voilà. Donc, pour nous présenter, donc, je suis Géraldine Hu. Je suis cofondatrice de Maobi. On est une agence d'innovation responsable. On est basé à Lyon. Ça fait sens avec ce ProDurable Lyon. Et on existe depuis 2017. Et j'ai le plaisir d'être accompagnée de Hélène de Burme du groupe SEB. Je te laisse te présenter, Hélène. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Hélène de Burme. Je travaille dans l'équipe recherche du groupe SEB. Auparavant, j'étais dans l'équipe développement durable et donc je suis là aujourd'hui pour vous embarquer dans le projet d'éco-innovation à la croisée de ces deux métiers de la recherche et du développement durable et pour lequel on a été accompagné par Maobi. Merci. On va revenir sur ce témoignage tout à l'heure. Quelques petits mots sur Maobi pour démarrer. Donc, Maobi, on est une agence d'innovation responsable. Notre mission, c'est d'accélérer la transition éco-responsable des entreprises de la vision à l'offre. Et pour ce faire, on a une hybridation unique de trois savoir-faire, les études et la stratégie de marque, un savoir-faire, une expertise d'analyse en cycle de vie et d'éco-conception, et puis un vrai savoir-faire d'accompagnement de process d'innovation en mode collaboratif. Donc, on utilise ces savoir-faire pour faire de l'éco-responsabilité un levier de création de valeur depuis la stratégie de marque jusqu'à l'éco-conception et l'éco-innovation de produits, de services et de nouveaux business models. Mais notre sujet d'aujourd'hui, ça va être principalement le troisième point sur l'éco-innovation. Alors, pourquoi c'est le moment, à notre avis, d'éco-innover? Si on regarde un peu dans le rétroviseur, on voit que la RSE a suivi un mouvement très concentrique, c'est-à-dire depuis une trentaine d'années. Au départ, la RSE, c'était très externe à l'entreprise. Ensuite, c'est rentré plus dans les opérations. Et depuis une dizaine d'années, avec une vraie accélération, ça vient maintenant, la RSE vient transformer progressivement les entreprises jusqu'au cœur de l'offre, leur marque, leur gamme avec une amélioration via l'éco-conception et puis leur process d'innovation pour s'assurer que les innovations sont non seulement répondent aux attentes des utilisateurs et aux tendances, mais sont aussi plus vertueuses et plus éco-responsables, donc répondant aux enjeux et souvent aux stratégies développement durable des entreprises. Donc, on est dans cette partie et on peut espérer d'ailleurs que les innovations de demain qui viendront remplacer les produits actuels seront toujours plus, non seulement répondant aux consommateurs, mais aussi plus vertueuses que les produits actuels. Donc ça, c'est la vision d'ensemble. En fait, on pense vraiment que éco-innover, c'est plus que jamais la meilleure manière d'innover. C'est d'abord une nécessité environnementale, que les produits de demain soient
plus performants d'un point de vue environnemental et d'un point de vue responsable que les produits actuels. C'est aussi un enjeu d'anticipation réglementaire. Les consommateurs et les clients sont prêts. On a près de 80% des Français qui disent préférer des produits éco-responsables à prix égal. On a 60% à la négative. C'est intéressant, 60% des Français qui disent renoncer à des produits qu'ils avaient l'habitude d'acheter parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas assez responsables. Donc, il y a une vraie attente d'amélioration et d'innovation qui prennent en compte ces enjeux. Et puis, c'est aussi une source de créativité très forte, de penser en cycle de vie. Ça permet de réfléchir depuis l'amont, l'extraction des matières premières, jusqu'à la fin de vie. Et donc, c'est un réservoir de créativité très fort. Et enfin, ça ouvre de nouvelles opportunités business à travers l'économie de la fonctionnalité, ou comment est-ce qu'on sort de la possession pour aller vers l'usage, avec 77% des Français qui déclarent privilégier l'usage à la possession. Et ça, c'est un chiffre général. Je pense que sur les millennials, c'est nettement plus haut encore. Donc, c'est plus que jamais une vraie opportunité que d'éco-innover. Du coup, la question se pose de qu'est-ce qu'on entend par éco-innovation ? Et on l'a défini comme suit. C'est un produit, un service ou un nouveau business model avec des nouvelles fonctionnalités ou des nouveaux usages qui à la fois répond ou anticipe des attentes clients et le fait de manière responsable ou avec une meilleure performance environnementale. Donc on est bien dans le et répond aux attentes et le fait avec un bénéfice environnemental, une meilleure performance environnementale. Alors un exemple, on a pris un exemple que certains d'entre vous connaissent probablement, qui est un exemple de la société Interface. Donc Interface est un pionnier éco-responsable dans le revêtement de sol. Ils ont été parmi les premiers à développer de la moquette sous forme de dalle qui permet qui apporte une vraie plus-value d'usage, puisque au lieu de remplacer toute la moquette quand elle est abîmée, on n'a plus qu'à remplacer une seule dalle. Donc ça, c'était il y a très longtemps, c'était dans les années 70. Et puis, il y a eu une autre innovation qui est une innovation, vraiment une éco-innovation, qui est une innovation du système de pose avec ce qu'on voit au milieu qui s'appelle Tactiles, qui est un système comme un système de post-it pour pouvoir coller les dalles entre elles. Ça se met, donc ce petit carré se met entre 4 dalles et permet de les maintenir, de les fixer au sol, et puis de pouvoir, puisque c'est repositionnable, de pouvoir l'enlever, retirer une dalle, la changer, le cas échéant, de manière très simple. Donc, pourquoi c'est une éco-innovation ? Parce que c'est plus économique, c'est plus facile à poser, il y a une meilleure performance environnementale, on a moins de gâches, avec un remplacement plus aisé aussi des dalles de moquette, et puis moins de colle et de solvant. Donc un vrai bénéfice et usage et fonction, et d'un point de vue environnemental et santé. Donc ça, c'était le pourquoi. Et maintenant, la question, c'est le comment. Quelle est la meilleure démarche pour éco-innover ? En fait, on a eu des questions qui nous ont été posées par nos partenaires, par des entreprises, qui étaient finalement, comment est-ce qu'on fait pour développer ce que nous, on a appelé des éco-blockbusters, c'est-à-dire des produits qui se vendent très bien, qui sont des vrais succès business et qui sont plus éco-responsables. Donc, à fort potentiel, éco-responsable, et puis construit de manière collaborative avec l'interne et aussi avec l'externe. Et donc, ça nous a amené à développer une nouvelle démarche d'innovation qui est à la fois user et planète-centrique, donc centré utilisateur, éco-responsable, et puis à la fois collaborative et agile, et avec une démarche qui est une démarche qui s'inspire du design thinking, donc, auquel on rajoute la dimension éco-responsable. Donc, c'est une démarche d'éco-design thinking. Donc, vous retrouvez les 5 grandes étapes d'une démarche
de design thinking, depuis l'immersion et l'ouverture, l'idéation, la définition et l'éco-design d'une solution, le test and learn jusqu'à la recommandation. Et la particularité, c'est qu'on prend en compte depuis la partie amont et idéation jusqu'à la recommandation deux indicateurs, donc un double curseur. D'un côté, les attentes des consommateurs et les tendances, et de l'autre côté, la performance environnementale ou d'autres critères éco-responsables selon la stratégie développement durable de l'entreprise. Voilà, donc ça, cette démarche d'éco-design thinking, c'est celle qu'on a mis en place avec l'exemple qu'on va partager tout à l'heure. Et les clés, les ingrédients clés de cette démarche, c'est pour l'entreprise un alignement avec sa stratégie RSE. Donc, c'est important que les critères éco-responsables soient alignés avec les critères de la stratégie RSE, de croiser les approches, donc d'avoir une vision user et planète et business, d'être aussi dans une démarche qui est avec une approche maker et agile, et en particulier sur la partie prototypage et test and learn, donc avec des design sprint et des consumer sprint assez à la fois itératifs et agiles, et puis d'être en co-construction, puisque on voit bien que ça implique non seulement les équipes d'innovation, de marketing, de R&D et puis de développement durable. Donc on est souvent sur des multi-partenaires au sein des entreprises. Donc voilà sur la partie le pourquoi et le comment de l'éco-innovation. Et on va maintenant partager un exemple, donc avec le témoignage du groupe SEB et de Hélène. Je vais faire Madame Loyal et te poser des questions, Hélène, au fur et à mesure sur cet exemple. Donc la première question, quel était le challenge et est-ce que tu peux nous présenter le démarrage du projet? Oui, alors avant de répondre à cette question, on va donner quand même quelques éléments de contexte pour situer le groupe SEB, donc leader dans le petit équipement domestique. La mission que le groupe s'est donnée, c'est de faciliter et d'embellir la vie quotidienne des consommateurs et de contribuer au mieux vivre partout dans le monde. Alors pour situer et dimensionner un peu le groupe, on a un chiffre d'affaires l'année dernière qui avoisine les 7 milliards d'euros. On est présent dans le monde entier, en s'appuyant notamment sur un portefeuille de marques que vous devez connaître au moins certaines. Donc par exemple Tefal, Roventa, Krups, Moulinex qui sont connus en France. On a 40 sites industriels dont 11 sont localisés en France. On s'appuie sur un réseau de distribution varié, sur le retail, des pure players comme Amazon, des magasins spécialisés type Darty Boulanger par exemple. Et en ce qui concerne l'innovation, c'est vraiment un sujet qui est dans l'ADN du groupe. On s'appuie sur une communauté de plus de 1500 personnes en interne pour les sujets d'innovation. Et pour vous donner quelques exemples d'innovations marquantes pour le groupe ces dernières années, on a eu le succès de l'Actifry, qui est donc la friteuse sans huile, le Cookéo, qui est l'autocuiseur électrique. On a aussi les balances connectées, les purificateurs d'air. Donc voilà, quelques exemples de produits innovants qui ont marqué ces dernières années. Donc, pour ce qui est aussi de notre stratégie développement durable, elle a été revue l'année dernière et elle s'appuie sur 4 piliers qui sont donc la révolution circulaire, le respect des personnes, l'action pour le climat et l'innovation durable. Et le projet qu'on va expliquer maintenant, il s'inscrit dans le pilier innovation durable, dont la vocation est de proposer des produits et des services qui facilitent les comportements durables de nos consommateurs. Voilà. Et donc, au travers du challenge, on a voulu répondre à une question précise, c'est comment on aide les millennials à cuisiner éco-responsables au quotidien. Et pour cela,
notre objectif, c'est de faire émerger un éco-blockbuster. Donc, Géraldine, elle vous a expliqué un peu ce qu'on entendait par éco-blockbuster. Pour le groupe, éco-blockbuster, ça veut dire déjà de s'assurer un potentiel marché. Donc, à chaque étape du projet, on a vérifié que ce potentiel marché, il était bien présent et ça prend en compte aussi le fait de répondre correctement aux attentes de nos consommateurs. C'est aussi dans notre cahier des charges d'adresser une nouvelle catégorie produit et ou de nouveaux usages et ou de nouveaux business models avec un produit associé. Et la dimension éco, elle est portée par le fait qu'il faut qu'on développe une éco-solution. Ça veut dire qu'on doit avoir un produit qui intègre des performances environnementales, comme par exemple d'optimiser les flux dans la cuisine, dans la maison, ou aussi d'être éco-conçu. Et il doit aussi porter le fait d'être une solution pour manger éco-responsable, puisque c'est la thématique qu'on a choisi d'adresser au travers du projet. Et on a aussi défini des incontournables qui sont donc de s'appuyer sur la feuille de route développement durable du groupe et de mettre en œuvre, au travers de ce projet d'éco-innovation, de nouvelles méthodologies pour le groupe SEB. Alors du coup, comment est-ce qu'on s'y est pris de manière globale? Oui, alors on reprend le process que tu as présenté, Géraldine, et qu'on a mis en application au travers de ce projet, donc un process d'éco-design thinking, où on a du coup des étapes qui ont permis de construire les thématiques de travail, de générer le maximum de concepts sur ces thématiques, de les sélectionner et ensuite de les mettre en œuvre et de les tester auprès de nos consommateurs pour aboutir à une proposition de valeur finale de notre concept. Cette démarche, elle s'inscrit vraiment dans une démarche multiservice, c'est-à-dire qu'on a fait participer l'ensemble des métiers du groupe, que ce soit des métiers qui interviennent déjà dans la conception et dans l'innovation de nos produits, mais aussi d'autres métiers pour avoir une démarche globale et collaborative. Donc, on a des métiers comme la R&D, le marketing, notre service études, le développement durable, des équipes digitales qui sont intervenues régulièrement dans le projet. Et c'est un projet aussi qui est soutenu à l'externe par l'ADEME, qui a voulu du coup soutenir cette démarche d'éco-innovation mise en place par le groupe SEB. Et puis, on avait la chance aussi d'avoir le SEB Lab, qui a été un vrai participant sur toute la partie, notamment prototypage. Oui, exactement. On va y revenir du coup sur la partie prototypage pour montrer comment on s'est appuyé sur le SEB Lab. Donc là, sur les différentes étapes. Oui, alors du coup, pour faire un petit zoom sur chaque étape qu'on vient d'identifier, sur la première étape, c'était vraiment de construire les thématiques de travail, de bien identifier les enjeux qu'on souhaitait adresser. Et pour cela, du coup, on a croisé différentes informations, les insights consommateurs qu'on avait en interne et qu'on a été aussi chercher par des études externes, les impacts environnementaux qu'on pouvait adresser et les tendances actuelles sur la thématique qu'on voulait travailler. Une fois qu'on a identifié nos thématiques de travail, on a pu du coup mettre en place une créativité dont l'objectif était de faire émerger un maximum de concepts en phase avec les thématiques qu'on avait identifiées. Et ensuite, à l'issue de cette phase de créativité, il a fallu du coup screener les idées, ce qui est une étape très importante puisqu'il faut les sélectionner correctement. Donc, il y a eu un screening interne avec une matrice qu'on a adaptée et un screening quanti pour aboutir in fine à un projet qui est développé avec Maobi et d'autres projets qui ont basculé dans le plan recherche du groupe SEB. Une fois donc le screening effectué et le projet sélectionné, on l'a amené en étape de design, test and learn. Donc, l'idée, c'est vraiment de le mettre en œuvre. Et comme l'a dit Géraldine, on s'appuie sur notre SEB Lab. Alors, le SEB Lab, c'est un Fab Lab qui est interne au groupe SEB et qui nous permet de prototyper rapidement, ce qui permet aussi, du coup, d'avoir des maquettes et des prototypes qu'on peut aller tester auprès du consommateur. Et donc, de mettre en œuvre rapidement des concepts qu'on a à l'état d'idées et de les rendre beaucoup plus concrets.
du coup, c'est ce que je vous disais, le fait de s'appuyer sur le SebLab et d'inclure, enfin de mettre en œuvre nos idées et de les prototyper, ça permet aussi d'inclure le consommateur dans notre process. Alors, il a été inclus dès le départ parce qu'on s'est appuyé sur les attentes consommateurs pour bien construire nos thématiques de travail, mais il a été aussi particulièrement intégré dans l'étape de test and learn. On a vraiment travaillé l'étude de nos consommateurs pour répondre à leurs attentes en définissant les cibles qu'on souhaitait adresser. On les a sollicités aussi dans les étapes de concept et d'usage pour qu'ils testent l'usage qu'on souhaitait proposer. Et on a voulu aussi les solliciter au travers d'une campagne digitale pour tester le concept travaillé. Tout comme donc le consommateur qui a été intégré tout au long du process, on a bien évidemment évalué l'impact environnemental tout au long du projet. Au départ, quand on a choisi les thématiques de travail, elles ont été choisies sur la base de tendances qu'on voulait adresser éco-responsables. Donc, on a défini un cadre de travail qui intégrait déjà cette dimension développement durable. Ensuite, quand on a sélectionné les idées qui ont émergé sur ces thématiques, on les a sélectionnées aussi sur leur aspect de bénéfice environnemental, de performance environnementale. Et enfin, une fois qu'on a travaillé un concept, on l'a analysé aussi sur son cycle de vie pour prendre en compte son impact environnemental, l'améliorer et orienter aussi nos choix de projet en ayant conscience de cet impact environnemental. Et donc finalement, quels étaient les résultats et les apprentissages? Alors sur les résultats, ça ne sera pas le concept lui-même parce qu'il est encore confidentiel, mais par contre le résultat, les apprentissages pour le groupe SEB suite à ce projet. Oui, alors oui, exactement comme tu le dis, Géraldine, le concept est encore en développement et donc reste bien évidemment confidentiel. Donc c'est un peu frustrant, je vous parle de la démarche, mais je ne peux pas vous parler du concept qu'on a travaillé. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que donc on a plusieurs concepts qui ont abouti et qui s'inscrivent dans nos roadmaps pour la suite, qui sont des concepts qui sont orientés consommateurs et attentes conso au maximum, qui intègrent aussi une dimension de consommation éco-responsable vraiment au cœur de l'offre. Et ensuite, en termes d'innovation, ce que ce projet aussi nous a donné en plus de ces concepts, c'est qu'on a une base de données qui est très riche avec tous les éléments, toute la matière qu'on a du coup collectée tout au long du projet et qui est activable et facilement exploitable pour nourrir d'autres projets. Donc, c'est pas du one shot. On a vraiment du coup une base de données qui vient nous nourrir et du coup alimenter d'autres projets au sein de l'innovation du groupe. Ensuite, ça a été une expérience aussi très immersive dans le process d'éco-design thinking. On a nos équipes qui ont été totalement immergées dans ce process, ce qui permet aussi de facilement se l'approprier. On le met en application dans beaucoup d'autres projets. On a aussi une acculturation à de nouveaux outils qu'on n'utilisait pas forcément au sein du groupe, notamment la campagne digitale pour tester une offre produit. Et on a aussi intégré les impacts environnementaux très tôt dans le processus de création de l'offre produit. Donc, dès l'amont, dès la créativité, on a été orienté par le prisme des modes de consommation éco-responsables, des tendances développement durable, et on l'a pris du coup dès le départ en compte dans notre projet. Et enfin, ce projet, il est aussi très fédérateur en interne. Comme je vous disais, on est sur une approche collaborative où on a fait intervenir beaucoup de métiers qui n'interviennent pas forcément dans l'innovation du groupe. On a fait intervenir aussi en interne des personnes qui avaient des modes de consommation qui étaient proches de ceux qu'on voulait adresser. Et c'est des projets qui donnent beaucoup de sens aux équipes et qui créent beaucoup d'énergie positive dans notre quotidien. On a été presque plus rapide que prévu. C'est efficace.
Du coup, on a du temps pour le temps d'échange sur la démarche et sur les questions que vous pouvez avoir. Donc, Nathalène et Marion, si vous avez des questions que vous avez repérées, on peut y répondre avec plaisir. Oui. Alors, je vais commencer par une première question concernant la matrice du screening. A-t-elle été créée pendant les phases de créa ou en amont, en interne? Elle a été les deux en fait, mais principalement on avait déjà les grandes dimensions de toute façon étaient déjà pré-identifiées sur cette matrice de screening. Donc, on avait des dimensions business, on avait des dimensions éco-responsables, on avait des dimensions de lien avec les tendances. Donc, elle avait été pré-créée et on l'a affinée quand il a fallu sélectionner les concepts. Mais les deux. Tu n'hésites pas à compléter, hein, Hélène. Oui, c'est ça. En fait, on a pour nos projets d'innovation une matrice en interne qu'on a adaptée avec Maobi pour répondre aux enjeux de ce projet. Donc, on s'est basé à la fois sur celle qu'on utilise dans le groupe et puis on l'a adaptée pour qu'elle corresponde bien aux enjeux du projet. Et du coup, en lien avec cette matrice de screening, est-ce que, d'une part, les critères de notation ont été présentés aux participants lors de la phase de créa? Et puis, quels ont été les critères retenus pour définir une consommation éco-responsable? Alors déjà, je peux commencer. En fait, ce qu'on a entendu par les modes de consommation éco-responsable, c'est pour ça qu'on disait qu'un incontournable, c'était de s'appuyer sur la feuille de route développement durable. C'est qu'au travers de notre stratégie développement durable, on a défini nos enjeux développement durable et quel mode justement développement durable, de consommation éco-responsable on doit adresser. Donc, par exemple, dans cette stratégie développement durable, on a un axe qui est de promouvoir et d'accompagner l'alimentation saine et durable. Et on a décrit tout ce qu'on entendait par alimentation saine et durable. On a aussi tout un sujet sur le mieux vivre chez soi. Et on avait déjà, du coup, bien identifié les enjeux sous-jacents à ces thématiques-là. Et c'est comme ça qu'on a défini ce qu'on entendait par mode éco-responsable, mais avec un regard sur justement les activités du groupe et ce qu'on propose aux consommateurs pour y répondre. Et peut-être pour compléter aussi, effectivement, sur il y avait déjà une définition d'une alimentation saine et durable et elle rejoint ce qui avait été tout en début de projet où on avait fait un zoom sur les enjeux environnementaux de l'alimentation, donc dans la cuisine, mais aussi en termes de régime alimentaire. Et ça ne surprendra personne, hein, puisque c'est des informations que tout le monde connaît, mais de favoriser un régime alimentaire moins carné, par exemple, de limiter la gâche et font partie des sous-thèmes et faisaient partie aussi des critères. Pour répondre, je ne sais pas s'il y a un autre morceau de la question qu'on a oublié. Non, c'était bon? Oui, c'était bon. On avait plusieurs questions, notamment de Florence, Carole et aussi Guillaume, concernant d'une part quelle a été quelle est la durée d'un tel projet. Et puis, question complémentaire par rapport à cette durée, est-ce que cette méthodologie utilisée a également permis de raccourcir le temps de développement du projet? Alors, si on est complètement transparent, le projet, il a quand même mis près de 2 ans. Il est long. Il est long parce que c'était aussi un projet qui, dans sa façon de... Enfin, il est long. Il n'a pas raccourci, alors qu'on avait l'objectif de raccourcir. Il n'a pas vraiment raccourci un temps de développement. Par contre, il est plus riche. Et je pense que les apprentissages aussi en interne feront que les prochains seront plus courts. C'est aussi parce que le multiservice et dans un très grand groupe fait qu'on est un tout petit peu moins agile quand même, si on est honnête, que ce qu'on aimerait parfois être ou qu'on peut être dans d'autres circonstances. Oui, c'est tout à fait ça. Je confirme pour le vivre au quotidien. Effectivement, quand on travaille avec un grand groupe comme le groupe SEB, on a aussi des contraintes. On doit prendre le temps de bien répondre à nos enjeux, à nos contraintes. Et c'est vrai que le projet a pris du temps
Et ce que tu dis pas non plus, Géraldine, c'est qu'il a pris du temps, mais on a eu aussi beaucoup de contraintes externes. Il devait finir dans les mois où on a eu la crise du Covid l'année dernière, ce qui nous a du coup vraiment mis beaucoup de retard parce qu'on n'a pas pu faire les tests qu'on voulait. Donc on les a fait en décalé. C'est vrai qu'on a aussi bénéficié d'un contexte qui n'était pas favorable pour gagner du temps. Mais c'est un projet d'envergure et c'est pas un projet sur un concept. Effectivement, là, on a un concept en développement pour lequel on a été accompagné par Maobi, mais on en a d'autres qui ont basculé dans nos roadmaps. Et encore une fois, on a construit une base de données qui est vraiment riche et qui va pouvoir nous nourrir sur plein d'autres projets au sein du groupe. Donc, finalement, ce temps mis en rapport par rapport à tout ce qu'on a formalisé, il est pas si important que ça. Alors, du coup, on avait 2 autres questions, notamment en lien d'abord avec le choix de s'être centré sur les millennials. Donc, pourquoi s'être concentré sur les millennials? Et puis, est-ce qu'il est possible de réexpliquer cette articulation entre le challenge centré millennials et le process d'éco-design thinking? Alors, d'abord, première question sur les millennials. C'est un débat qu'on a eu au tout démarrage de ce projet-là. L'objectif, c'était de développer un éco-blockbuster, donc que ça ait aussi que ça ne soit pas limité à la cible des millennials dans l'usage. Mais par contre, on était convaincus que le cœur de cible, c'était les millennials plus sensibles à leur impact, et plus sensibles à leur consommation responsable. Et également en termes avec des nouvelles pratiques déjà qui sont et plus de flexibilité et d'ouverture en termes de pratiques. Donc on a mis les millennials comme notre cœur de cible, mais on s'est bien assuré quand même qu'on avait des concepts qui n'étaient pas uniquement destinés aux millennials. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est quel est le lien entre le challenge. Le challenge, c'était vraiment la question initiale, ce à quoi on voulait répondre. Comment est-ce qu'on accompagne et qu'on aide les millennials à consommer, à manger, avoir une alimentation plus responsable avec des produits et des services proposés par le groupe SEB. Donc, c'était le challenge, et pour y répondre, on allait développer des solutions. Alors, on avait comme objectif de développer des solutions produits. On pouvait aussi rajouter du service et changer de business model, mais il y avait quand même un objectif principalement produit. Donc, quels étaient les meilleurs produits et les meilleures solutions pour pouvoir les aider à répondre? Et c'est ça qui a été notre question clé tout au long de ce process d'éco-design thinking. C'est ça qui a permis de définir les thématiques. C'était différentes thématiques, par exemple, sur lesquelles on a fait de l'idéation, différentes thématiques qui répondaient à cette même question. Donc, ça a été le point de départ et, en toute logique, le point d'arrivée, puisque l'objectif, c'est que le concept retenu, il permette, et la solution retenue, permette à cette génération millennials de consommer au quotidien et d'avoir une alimentation quotidienne qui est saine, qui est plus durable et avec un impact environnemental par rapport à ce qu'ils feraient normalement ou habituellement plus réduit. Oui, ça a été, comme tu le disais, Géraldine, une grande question au départ du projet de savoir quelle cible on souhaite adresser. Et finalement, les millennials, c'est pas la cible de notre projet. C'est plus un élément d'étude. On s'est dit, cette génération, elle porte quand même les modes de consommation de demain. Et si on veut les adresser correctement, c'est un bon zoom à faire sur leurs attentes, leurs besoins, comment ils fonctionnent et quels sujets d'avenir ils vont porter sur la consommation de demain. Donc voilà, on a pris le parti de s'appuyer sur eux pour analyser un peu les enjeux qu'on souhaitait adresser. Après, voilà, l'idée, c'était pas non plus d'en faire notre cible exclusive, mais c'était plus de mieux comprendre les nouveaux modes de consommation. Du coup, je poursuis avec les autres questions. D'ailleurs, je vais pouvoir les projeter, ce sera mieux.
Question de David, mais aussi de Florence. Pourrez-vous expliquer, s'il vous plaît, en quoi consistait la campagne digitale pour tester le nouveau produit? Alors, cette campagne digitale, elle est, je pense qu'on peut dire qu'on l'a développée et elle a finalement elle n'a pas été lancée. Pour différentes raisons qu'on ne pourra pas expliquer, mais pour différentes raisons internes du groupe. Et du coup, elle consistait à développer un site avec l'offre qui était proposée directement aux consommateurs pour avoir un retour directement sur leur intérêt. Donc tout a été, on est allé jusqu'à, voilà, c'était presque terminé, puis on l'a pas lancé. Oui, alors on a effectivement pas pu lancer la campagne, mais pour plein de raisons extérieures à notre projet. Mais on s'est rendu compte que c'était un outil qu'on pouvait vraiment utiliser pour confronter le concept, l'offre qu'on souhaite proposer à nos consommateurs et de manière assez fluide. Donc, je ne désespère pas de pouvoir le faire prochainement. Parce qu'effectivement, on a tout le matériel pour le faire maintenant. On avait aussi une question de Kevin concernant les fournisseurs. Comment les fournisseurs ont-ils été embarqués dans cette démarche? Eh bien, en fait, la démarche, elle a été. Il y a eu peu de fournisseurs extérieurs qui ont été embarqués, puisque le groupe est presque autosuffisant quand même sur une grande partie des éléments avec des experts internes qui sont par contre vraiment intervenus. Donc, il y a beaucoup d'experts internes qui sont intervenus. On a eu, je ne sais pas si c'est des fournisseurs, c'est pas des fournisseurs, mais il y a eu aussi des partenaires qui sont avec des regards différents qui sont intervenus lors des sessions de créativité. Donc, pour pouvoir apporter des regards extérieurs. Oui, alors je sais pas trop, du coup, par rapport à la question, ce qu'a voulu dire par fournisseur, mais on les intègre dans nos démarches d'innovation et on les a intégrés de la même manière pour ce projet. Voilà. Question aussi de Carole, alors peut-être plus pour toi, Géraldine. Est-il possible de réexpliquer approche maker et agile? Approche maker, c'est tout simplement que très rapidement, quand on a commencé à développer les concepts, on les a prototypés. Donc, on s'est mis en situation de faire des premières maquettes, de les réaliser. Donc, c'est ce que vous avez vu sur les photos avec le SEMlab. Et la deuxième partie, donc il y avait approche maker et agile. Et la dimension agile, c'est c'était une agilité qui était quand même pas si rapide que ça, mais par contre, on a quand même été bien agile avec aussi le Covid, mais de pouvoir alterner des sessions de développement avec l'équipe projet de développement des concepts, d'affinement des prototypes avec des sessions de tests avec les consommateurs et en prenant en compte aussi les avancées qu'on avait sur l'analyse en cycle de vie et l'impact environnemental. Donc, c'est cette agilité-là de faire, en fait, d'avoir des étapes successives où on affine le concept au regard des retours consommateurs et au regard, le concept et sa proposition de valeur, et au regard des éléments environnementaux qu'on a pu calculer entre chaque session. Donc, voilà cette partie agilité. Et je pense qu'on a beaucoup fait preuve sur toutes les dernières parties. Donc, c'est avec des boucles itératives assez rapides. Question aussi concernant le rôle de l'ADEME dans la démarche. Quel a été son rôle? Marion, je te laisse répondre. Oui, bonjour à tous. Marion Lapré, je peux effectivement répondre de vive voix. Donc, l'ADEME, les ADEME ont eu plusieurs rôles. Il y a eu un premier rôle qui est un rôle en fait technique
de challenger les méthodologies choisies pour évaluer la performance environnementale de la solution, qui se décomposait en fait en deux solutions. C'était bien sûr le produit d'une part, qui était développé, mais aussi finalement l'impact que ça pouvait avoir sur le changement des comportements de préparation et de consommation alimentaire. Donc, il y avait vraiment une évaluation environnementale en cycle de vie, produit et régime alimentaire. Donc, il y a eu vraiment un vrai rôle de challenge, je dirais, en positif, à la fois de l'ADEME régionale, mais aussi de l'ADEME nationale de la consommation responsable et alimentation durable. Voilà, pour le premier point, ils ont vraiment bien suivi le projet. Et le deuxième, c'est évidemment un accompagnement, une aide financière, puisqu'on a la chance en France d'avoir pas mal de dispositifs de subventions et d'aides pour financer des projets, soit d'éco-conception, donc on est sur de l'amélioration simple, soit d'éco-innovation, on est vraiment sur une amélioration de la création de nouveaux services et usages, et où on va aller chercher une amélioration significative en termes de performance environnementale. Merci Marion. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je reparcours en même temps. Je veux bien prendre la parole parce qu'il y a une question à laquelle on n'a pas encore répondu. C'était la question de Jean-Fabien. Donc, du coup, effectivement, de l'ensemble, on l'a vu, il y a une stratégie corporate assez très engagée. Vous avez déjà vu le design réparable. Et puis, l'éco-innovation est un des piliers. Donc, pour répondre à la question, Tefal est une des entreprises également très engagées dans des process d'éco-conception et d'éco-innovation et intègre également cette double approche de performance environnementale et d'approche très centrée utilisateur, ce qui va nourrir des futurs roadmaps avec énormément d'intégration de matériaux recyclés, ce qui va nourrir également le roadmap innovation avec des nouveaux services, avec un projet par exemple de réparation ou encore de rechapage. Donc les revêtements ont déjà une performance, une résistance intéressante et démontrée via différents tests internes et externes. Mais je dirais que l'allongement de la durée de vie des articles culinaires va également être en cours en fait, et ça sera des innos à venir avec de l'innovation servicielle pour donner des vies aux produits de la marque Tefal. Exactement Marion, je ne peux que valider ce que tu viens de dire. Et comme je vous l'avais dit, notre démarche sur ce projet a été très collaborative. Et donc, nos équipes des articles culinaires ont contribué à la démarche et travaillent avec toutes les équipes d'innovation sur ces sujets d'éco-innovation. Est-ce que on est presque au bout de Encore quelques temps? Est-ce qu'il y a encore quelques questions? Une suivante qui est sur quelles sont les prochaines étapes pour ce projet et le concept retenu? Et pensez-vous reproduire l'expérience sur d'autres projets chez SEB? Et si oui, sur quel sujet? Hélène, je te laisse répondre. Oui. Alors du coup, ce projet, il est en cours de développement dans nos équipes. C'est ce que je vous disais. En fait, on a vraiment participé à une expérience immersive. Et il n'y a rien de mieux pour être formé à un process. Et c'est vrai que du coup, on le met en application déjà sur d'autres projets. Étant donné qu'on a une approche qui était très collaborative, il y a beaucoup de métiers qui ont contribué à ce projet et qui ont bénéficié du coup de cette acculturation à ce process d'éco-design thinking. Et du coup, c'est très facile de le reproduire. On l'adapte aussi en fonction de nos projets parce qu'effectivement, là, c'était un projet d'envergure et on a mis en face une démarche très robuste. Et du coup, on l'adapte de manière peut-être, on parlait de plus d'agilité, on l'adapte de manière plus agile à d'autres projets. Et donc, oui, on reproduit bien sûr cette expérience sur d'autres projets.
Mais voilà, je travaille à la recherche et malheureusement, je ne peux pas vous dévoiler les sujets sur lesquels on travaille. Très bien. Je ne sais pas s'il y a une dernière question, mais sinon, oui, il est midi. On va garder le timing et on va clôturer. Un grand merci pour vos questions. Du coup, on a eu le temps d'échange. S'il y en a d'autres auxquelles on n'a pas répondu, on le fera par mail. Et on va vous mettre nos coordonnées si vous avez besoin ou si vous avez d'autres questions derrière pour revenir vers nous. Donc, on répondra avec plaisir. Merci à tous et puis à très bientôt. Merci beaucoup, Hélène. Merci et puis merci pour l'intérêt que vous avez porté au projet. Au revoir. Au revoir.